Ne suspecte pas quelqu'un d'être fraudeur. Pas du tout. Simplement, on a des obligations de régulation. On demande juste les documents qui vont avec. On doit avoir l'origine des fonds, donc je dis soit une vente, soit une cohérence avec les revenus. Et on doit avoir le numéro fiscal pour la transparence fiscale. C'est simple. Quand vous ouvrez dans une agence locale qui est habituée à travailler avec des Israéliens et qui reçoit de l'argent de l'étranger, sa façon de comprendre ce transfert est beaucoup plus difficile que s'il est dans une agence qui comprend la personne étrangère qui vient ouvrir son compte. La banque Discount, vous connaissez si vous êtes Olé Khadash ou si vous habitez depuis longtemps en Israël, eh bien écoutez bien cette émission, elle vous sera forcément utile. Nous accueillons avec plaisir la directrice dans le business et le développement, elle s'appelle Rosie Hazar, elle parle français. Rosie Hazar, bonjour. Bonjour. Vous êtes à côté de Céline Benamou qui est banquière en banque privée au sein de la Discount. Bonjour Céline. Bonjour Cathy. Et nous sommes avec Daniel Guggenheim que vous connaissez bien parce que nous avons beaucoup de questions à poser à Rosie et Céline. Daniel qui est docteur en économie. Bonjour Daniel. Bonjour. Voilà, alors nous sommes en présence de la Discount pour deux raisons, Rosie, parce que nous avons bien sûr ici un département qui s'appelle le Hub de l'emploi qui essaie de trouver des jobs, voilà, tout simplement dans la banque aussi, et vous êtes un de nos partenaires. Absolument. C'est important pour vous de tendre la main aux Olim Khadashim. Absolument, dans tous les domaines et dans l'emploi aussi. Voilà, et on vous croit sur parole parce que vous en êtes là. Voilà. Et voilà la preuve en live. Voilà. Et d'ailleurs, dans le département dans lequel on travaille, donc en banque privée internationale, la plupart d'entre nous, si ce n'est pas 99% d'entre nous, on est Olé Khadash de différents pays, la France, la Russie, Voilà, et ça facilite quand même grandement les relations avec les clients qui sont de langue française. En tout cas, c'est bien plus simple pour eux. On vous en remercie pour ça. Mais aujourd'hui, on a décidé de poser, on va dire, les questions qui taraudent les Olim Khadashim, et notamment, on va commencer avec la première question. Comment envoyer de l'argent de la France à Israël? Est-ce que c'est possible? Et est-ce qu'on peut, de l'étranger, ouvrir un compte israélien? Ça, je crois que c'est des questions qu'on vous pose souvent, Daniel. Tout à fait. C'est d'abord la première question qu'on me pose. Surtout depuis la dissolution de l'Assemblée en France, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à ça. Alors, est-ce que c'est possible, Rosie? Bien sûr, je vais laisser la parole à Céline qui, elle, et moi je ne gère pas les dossiers des clients, bien que je sache la réponse. Je vais laisser à Céline de répondre, bien sûr. Alors effectivement, depuis l'annonce de la dissolution, on a une vague de demandes de personnes qui souhaitent mettre un premier pas ou commencer à s'installer d'une certaine manière sans forcément faire l'alia en Israël. Et ça passe souvent d'abord par un compte en banque. Donc, depuis à peu près 2 mois à la Discount, on a ouvert la possibilité d'ouvrir un compte en banque à distance, donc en l'occurrence depuis la France pour les francophones. Pour pouvoir le faire, on demande simplement de faire authentifier, donc on envoie les documents à signer et on demande à ce qu'une partie de ces documents soit authentifiée par un notaire, c'est-à-dire que la personne signe devant un notaire pour que le notaire nous confirme que c'est bien elle et pas quelqu'un d'autre qui a ouvert le compte. Alors, c'est possible. Effectivement, du coup, ça implique un coût, le coût du notaire, mais ça fait gagner le billet d'avion si, pour une raison ou pour une autre, on n'est pas en mesure de venir en Israël, mais que c'est important pour nous quand même. Oui, et puis peut-être qu'on n'a pas eu le temps de le faire quand on est en vacances, quand on est venu, et que voilà, ça prend du temps de vérifier certaines choses, donc c'est quand même une possibilité extrêmement pratique. Ça s'est pris, j'imagine, cette décision-là dans les hautes instances. Qu'est-ce qui fait que ça a changé ? On sait qu'il n'y a plus de succursales. C'est vrai que la régulation ne nous permet pas de faire ce que nous pouvions faire il y a une dizaine d'années. Donc, ces décisions ont été prises avec toutes les permissions des hautes instances de la banque. Et parce que la situation a beaucoup changé en Angleterre, on peut le faire et en Angleterre et en France et dans un autre pays. Donc, nous sommes toujours contents quand il y a une petite ouverture d'horizon qui nous permet d'être un peu plus flexibles. Voilà, alors ça va tout de suite avec la deuxième question, parce qu'on le sait, quand on est francophone, je crois que vous avez beaucoup de gens comme ça qui viennent vous voir, on arrive dans une banque, n'importe laquelle, pas forcément la Discount, et on est tout de suite, il y a une espèce de suspicion de blanchiment
blanchiment d'argent, de quelque chose de pas très net. L'accueil n'est pas super fraternel, on va dire. Vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Alors, je dirais que ça vient un peu des deux côtés. C'est-à-dire que les clients ont justement cet a priori de se dire « Oh là là, on va me questionner, on va me demander 1 million de papiers, ça va être terrible. » Et donc, ils arrivent déjà avec une certaine réserve et appréhension. Je crois que là-dessus, il faut être assez clair et démystifier la chose. Il y a eu une période, la période de transition, pendant laquelle Israël a effectivement adhéré à l'OCDE, c'est ça, hein, et du coup a dû se soumettre à un certain nombre de règles concernant l'origine des fonds et la déclaration, la régularité des fonds et de leur déclaration vis-à-vis du pays d'origine. Et la transparence interbancaire aussi. Et donc, effectivement, ça a été une période qui a été dramatique et très mal vécue, et à juste titre, franchement, pour beaucoup de personnes et qui en ont gardé une espèce de traumatisme. Vraiment, on peut dire le mot traumatisme. Parce que c'était leur parnassa, et d'un coup, on est là, il faut justifier. Puis il y avait même des gens qui étaient là depuis 10 ans, 15 ans, et puis on leur disait, vous êtes français, alors votre numéro de sécurité sociale, alors qu'ils étaient complètement déconnectés depuis longtemps. Et vraiment, ça a créé des drames. Aujourd'hui, je dirais que ça, c'est derrière nous. La plupart des comptes qui ont été inquiétés ou angoissés ou qui ont connu un traumatisme par rapport à ça ont été régularisés et continuer ou pas à vivre dans les banques en Israël. Aujourd'hui, c'est plus ça. Aujourd'hui, de toute façon, quand on ouvre un compte en Israël, en tant que Français, les choses, elles sont claires dès le départ. Pour une raison simple, c'est qu'on vous demande votre numéro fiscal. D'accord ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, il y a un échange automatique d'informations entre la France et Israël. Et donc, toute personne qui ouvre un compte en Israël va donner son numéro fiscal. Okay ? Et donc, l'information que le compte est détenu en France, elle va être transférée automatiquement. Donc, on n'a plus, nous, banques, la question de devoir vérifier ou non. Ouais. En vérité. Okay ? Donc ça, c'est un premier élément par rapport à ce qu'il y avait avant qui fait que c'est moins compliqué ou c'est plus facile dans le sens où les choses, elles sont claires dès le départ aujourd'hui. Après, il se pose la question de l'origine des fonds et de la transparence fiscale vis-à-vis ces fonds. Alors, l'origine des fonds, c'est simple en fait. Hein. Soit, souvent, c'est un gros montant qu'on veut virer. En général, c'est le cas le plus simple parce que ça vient soit d'une vente immobilière, soit d'une vente de parts de société. Il y a des contrats, il y a des choses très, très factuelles, très officielles et donc c'est très simple, il suffit de les produire. Soit c'est de l'épargne. Sur l'épargne, parfois, ça peut être un peu plus compliqué. Mais je dirais qu'il faut rester logique. Il faut que cette épargne, elle soit cohérente avec le niveau de revenu et la capacité d'épargne. C'est-à-dire que quelqu'un qui gagne 10 000 euros par an, je caricature, et qui arrive en disant « Moi, j'ai mis 900 000 euros de côté, je veux vous les envoyer », là, on va effectivement demander à creuser parce que c'est pas cohérent. Quelqu'un qui gagne 200 000 euros par an et qui nous dit « Je vous ai mis 100 000 euros que j'ai mis de côté », déjà, c'est plus cohérent et son avis d'imposition qui atteste des revenus, c'est déjà l'origine des fonds parce qu'il y a une cohérence. Alors, c'est comme ça, c'est pas si impossible, d'accord. C'est comme ça qu'on doit prouver la bonne foi sur les fonds qu'on détient, en fait. Je me permets juste de te corriger sur le terme de bonne foi parce que ça induit une suspicion. Oui. C'est pas une suspicion. D'accord. C'est pas une suspicion. Si on ne suspecte pas quelqu'un d'être fraudeur. Pas du tout. Simplement, on a des obligations de régulation. Donc, on demande juste les documents qui vont avec. Ça ne veut pas dire qu'on se dit d'avance, quand la personne elle est devant nous, « Oh là là, attends, il veut virer de l'argent en Israël, c'est louche. » Non, pas du tout. On a des obligations, on y répond. Ces obligations, elles sont simples. On doit avoir l'origine des fonds. Donc, je dis, soit une vente, soit une cohérence avec les revenus. Et on doit avoir le numéro fiscal pour la transparence fiscale. C'est simple. Alors, vous avez beaucoup, Daniel, de questions de ce type-là, des gens qui ont des soucis pour prouver l'origine de leur fonds lorsqu'ils ouvrent un compte. Oui, et pas seulement ça, même ça arrive que quand l'argent est envoyé en Israël,
ils ne voient pas sur le compte parce que ça a été bloqué, même pas au niveau de la succursale, mais des fois c'est bloqué à Tel Aviv, enfin au siège social. Et j'ai dû intervenir. C'est pas le discompte, mais peu importe, ça peut arriver dans d'autres banques. Et j'ai dû intervenir à ce moment-là pour montrer les papiers. Maintenant, c'est un vote d'appartement et ils ont pu apporter. Ils avaient un notaire. Comme vous dites en France, tout est sous notaire. Je me permets de rebondir, d'où l'importance d'anticiper. Ouais. Quand quelqu'un envoie de l'argent, qu'il contacte son banquier et qu'il lui dise « Je vais envoyer de l'argent, de quoi vous avez besoin ? J'ai besoin de A, B, C. » Ok, voilà. Céline, et là, il n'y a plus de problème. Céline, je veux continuer ton idée. Lorsqu'un client, nous parlions à l'avance de bien choisir l'agence dans laquelle vous ouvrez votre compte. Quand vous ouvrez dans une agence locale, en Israël, qui est habituée à travailler avec des Israéliens et qui reçoit de l'argent de l'étranger, sa façon de comprendre ce transfert est beaucoup plus difficile que s'il est dans une agence qui comprend la personne étrangère qui vient ouvrir son compte. C'est un problème. Chaque euro, chaque dollar qui arrive de l'étranger peut être bloqué parce qu'ils ne comprennent pas, parce qu'ils ne lisent pas exactement dans la langue du client les justificatifs qu'il amène, donc ça prend plus de temps. J'y vais dans votre sens parce que je dirais que la banque discount, j'oriente là-dessus parce que vous avez fait des succursales qui sont pour francophones et spécialement, comme vous dites, pour des comptes et même pour des touristes ou les Hadash, mais même pour des touristes qui est très rare. Et c'est beaucoup plus facile là-bas et je dirais aux gens, beaucoup moins cher que j'ai vu dans d'autres banques aussi. C'est la même régulation, mais c'est une autre compréhension. C'est ça, c'est la connaissance de ce qui se passe à l'étranger, et donc du coup, c'est plus simple pour la mentalité du client et sa langue, etc. Bon, ça c'était... C'est pas une traduction simplement du fait de la langue, mais c'est aussi la traduction culturelle. En fait, c'est un pont entre la manière, les us et coutumes dans l'environnement bancaire israélien avec les us et coutumes de l'environnement français. Et par exemple, je vous donne un exemple. J'ai entendu des gens chez Qualita qui se plaignaient d'avoir des cartes Revolut, donc tout à fait un système tout à fait légal, qui dépend de la Barclays Bank, etc., qui arrivait dans une agence de quartier qui dit « Mais qu'est-ce que c'est que ce Revolut ? D'où ça sort ? C'est quoi ?» Ils ne connaissaient pas ce mode de paiement. C'est incroyable, mais ça existe. Donc, dans les agences de quartier, il faut faire aussi attention. Alors, on continue avec une autre question. C'est parfois, c'est un sujet qui peut fâcher, puisqu'on parle souvent avec Daniel Guggenheim, on va dire, du rendement des banques et du fait que, ils ont gagné beaucoup d'argent cette année. Et les nouveaux immigrants ne comprennent pas toujours pourquoi il y a autant de commissions. Alors, déjà, il faut savoir qu'en France, les commissions, ça existe. D'accord ? Ça, c'est sûr. C'est pas uniquement en Israël. Donc, simplement, le type de commissions sont différentes. Et puis, c'est vrai qu'en Israël, tout est payant. Voilà, on va le dire. Il faut le dire. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme commission ? Il y a des commissions de compte. Alors, en France, juste pour essayer de faire un petit parallèle pour que les personnes comprennent, en France, il y a beaucoup de packages. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une commission, mais qui regroupe et les frais de gestion de compte, et les frais de carte, et différents services. Et c'est tout ça une seule et même... C'est moins transparent, on va dire. Enfin, en tout cas, c'est moins détaillé. Quand on prend son package, en général, on sait ce qu'il y a dedans. Donc, on ne peut pas dire que ça manque de transparence, surtout qu'en France, ils sont aussi très à cheval sur la transparence. Mais c'est un global. On sait qu'on paye un global. C'est pas... voilà. Alors, en Israël, en tout cas à la discount, je ne peux pas parler pour les autres banques, mais en tout cas à la discount, on n'a pas cette sorte de package. Donc, c'est vrai qu'il y a différents frais. Il y a les frais de gestion de compte, il y a les frais de la carte, il y a les frais du virement. Chaque chose est complètement individualisée. En cash, toute opération. Voilà, chaque chose est individualisée. Donc, c'est pour ça qu'on a l'impression qu'il y a plein de frais. Ça, c'est la première différence qui peut un peu choquer, enfin, pas choquer, mais en tout cas étonner par rapport à ce qu'on a en France. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que dans les frais de gestion de compte, il y a une notion de nombre d'opérations, ce qui n'existe pas en France. Et donc, il y a un forfait en fonction du nombre d'opérations qu'on est amené à faire. Donc, plus on en fait, plus on paye. Alors, il y a un forfait quand même, ça, on ne va pas payer jusqu'à... c'est pas exagéré. Mais ça veut dire qu'il faut avoir une petite connaissance au départ, une petite idée de la manière dont le compte il va fonctionner, de quel type de transaction on va faire.
Et donc ça, c'est des choses... je me rappelle quand je suis arrivée en Israël à l'Ulpan, la première fois, je me suis dit, mais si je m'inscris à ce cours, est-ce que ça va pouvoir est-ce que je pourrais changer? Et la prof m'a dit, c'est pas un mariage catholique. Je comprenais pas. Je comprenais pas du tout l'idée, quoi. Elle me disait, non, tu peux changer. Ben, c'est pareil. Si le forfait ne convient pas, on peut pas verrouiller. On peut changer de forfait. Alors, il faut juste savoir... Des fois, ça prend du temps de savoir comment ça va fonctionner le compte parce que d'abord, le compte ne fonctionne pas de la même manière si on est un non-résident et qu'on a un compte qui va servir uniquement pour les investissements. On va avoir beaucoup moins d'opérations. Ou si on est un olé hadash, c'est-à-dire qu'on va vivre ici, ça va être notre compte courant et toutes les opérations qu'on va faire vont être là. Donc, ce n'est pas la même chose. Donc, peut-être que simplement, il faut comprendre et admettre que ça peut prendre du temps de mieux appréhender sa banque et qu'il faut accepter au départ peut-être de faire un choix, de regarder s'il convient et pas avoir peur de dire bon bah finalement non, ça ne me convient pas, c'est trop cher, je paye trop de surplus, qu'est-ce que vous avez d'autre et on change. Voilà, alors et on change, c'est quelque chose qui n'est pas tout à fait dans la tête des nouveaux immigrants, ils n'ont pas tellement l'habitude de changer, de renégocier. Est-ce qu'on vous pose la question, est-ce qu'on vient vous voir pour ça, pour les aider à renégocier? Oui, je voudrais prendre un exemple, je dirais une banque concurrente à vous, qui est d'ailleurs aussi, qui avait un succursale francophone. Une dame est venue me voir, elle avait des petites retraites de France, justement c'est le cas de beaucoup de personnes, qu'ensemble c'était 2000 shekels. Elle payait dans cette banque-là 200 shekels par mois, c'est-à-dire sur les retraites, 10%. Et donc, elle payait. Et j'ai essayé de négocier avec elle dans cette banque-là. Elle n'a rien voulu entendre. Alors, j'ai dit, tu vas passer à discount justement à Jérusalem pour les francophones, à Keren, à Yusuf. Les 200 shekels, c'est devenu 30 shekels. Et elle est reconnaissante à vie pour ce que j'ai fait, de lui avoir dit de changer. Ça veut dire qu'il faut faire de la concurrence. Ouais. Et que c'est quand même beaucoup, 10%. C'était insolent. J'ai dit, c'est pas possible que vous payiez une telle chose. Il y a avoir des arrangements. Mais vraiment, vraiment, j'insiste. Alors, c'est évidemment plus facile quand on est dans une agence où il y a des gens qui parlent français. C'est des choses qu'on peut faire avec quelqu'un quand ton interlocuteur est français et qu'un olé hadash n'est pas en mesure de faire. Quand c'est quelqu'un en face de lui qui ne parle qu'hébreu, à ce moment-là, peut-être il doit se faire accompagner par quelqu'un. Mais c'est vraiment important au départ de dire comment le compte va fonctionner parce que la personne qui est en face de vous, le banquier ou la banquière, elle ne peut pas deviner, elle ne sait pas forcément. Donc, elle vous pose un certain nombre de questions. Mais si vous-même, vous ne savez pas exactement, c'est compliqué. C'est pour ça qu'il faut revoir. Là, récemment, j'ai eu des clients qui m'ont dit dès le départ, nous, tous les mois, on va envoyer de l'argent de France, ça va être nos salaires, etc. OK, alors tout de suite, j'aurais dit, moi, alors attendez, on va regarder parce que tous les mois, vous n'allez pas, si c'est vraiment tous les mois, il faut qu'on travaille sur le coût de cette opération et qu'on regarde de quelle manière, soit on négocie, soit on réfléchit avec vous peut-être sur une périodicité différente, mais qu'on trouve. Mais pour ça, ce qui m'a permis de leur dire, c'est qu'eux me l'ont dit. Sinon, moi, au départ, j'aurais rien pu leur dire, quoi. Et ils seraient venus vers moi en me disant, mais c'est quoi ces frais ? Et ils auraient eu raison, puisque c'était important. Donc, il faut discuter avec son banquier, c'est important. Parfois, on n'ose pas quand on vient d'ailleurs, on ne sait pas trop, on est toujours un peu craintif face au banquier, on a l'impression qu'on va avoir la foudre sur nous. Donc, il faut parler, quoi, tout simplement, il faut expliquer. Les banquiers sont là pour, c'est leur travail aussi, pour conseiller. C'est important. Mais non, mais c'est vrai, il faut le redire. Donc, on peut essayer de faire baisser les commissions, en tout cas, de trouver un meilleur parcours. Voilà, la bonne formule, exactement. Alors, il y a d'autres questions propres à la société israélienne où on sait très bien que les banques sont très cool, on va dire, permissives, donnent des cartes bleues, du crédit assez facilement au départ. Alors, je ne sais pas comment ça se passe à la discount. Et parfois, les nouveaux immigrants se retrouvent, on va dire, endettés et ont du mal à s'en sortir. Est-ce que, alors ça je crois que c'est des cas que vous rencontrez très souvent, Daniel. Oui, j'ai des cas, c'est douloureux parce qu'ils viennent me voir après, d'accord? Ils me disent, on a accumulé, finalement on se laissait prendre souvent par les cartes de crédit, mais ça peut être aussi par des crédits bancaires qui ont beaucoup augmenté le point de vue du taux, comme vous savez, ces dernières années, à cause du prime. On parle de 10% maintenant à peu près, alors qu'avant c'était la moitié. Enfin, c'était presque très rien. Pour les gens. Pendant des années, c'était presque rien le prime. Donc là, ça change tout. Les gens qui ont des crédits, ça change beaucoup. Ça a sauté d'une manière, ça s'est terrible. Et alors, les
les gens viennent chez moi, ils ont accumulé énormément d'argent et maintenant ils ne peuvent plus rembourser, etc. Ils me disent, est-ce qu'on peut négocier avec la banque? J'ai dit, vous devez comprendre que la banque, elle veut récupérer son argent. Elle n'est pas philanthrope. Et donc... si, elle est philanthrope, mais dans d'autres domaines. Oui, mais elle ne peut pas... si vous avez emprunté, elle ne va pas vous dire, voilà, je suis d'accord de ne pas... que vous ne payez pas la dette ou bien les intérêts que vous avez dû payer, etc. On peut parler, je veux dire, des fois on peut arriver à... l'IFROS en hébreu, ça veut dire de faire sur plus de temps. Il y a peut-être d'autres solutions, des choses que ce genre. Des fois, des banques acceptent. Je sais que des banques jusqu'à 18 ans, même il y en a qui acceptent. Est-ce que déjà on peut regrouper les crédits ou quel genre de solutions on peut proposer? Les pièges aussi à éviter, bien sûr. Alors, je crois qu'il y a plusieurs sujets. Oui, bien sûr. À l'intérieur de ça. Encore une fois, je parle de ce que je connais, c'est-à-dire de notre fonctionnement de banque privée internationale dédiée aux Olim Hadashim et aux non-résidents, donc aux francophones. Nous, sur la partie crédit, on n'est pas très souple ou flexible, c'est-à-dire qu'on ne donne pas à tout va pour une raison simple, c'est que quand c'est un non-résident, généralement, déjà, qui dit crédit dit remboursement. Ouais. Qui dit remboursement dit généralement remboursement mensuel, donc capacité de remboursement mensuel. Donc pour qu'une banque elle donne un crédit à quelqu'un, il faut qu'elle soit en mesure de comprendre et d'évaluer la capacité de remboursement mensuel et que ce remboursement mensuel il soit effectif sur le compte. Dans le cadre d'un non-résident, c'est quasiment jamais le cas. Il n'y a pas de rentrée mensuelle. Dans le cadre d'un non-résident, donc là, l'approche du crédit à la consommation, je ne parle pas des crédits immobiliers, mais à la consommation, est évidemment très différente et beaucoup moins souple, puisqu'il nous faut cette on va dire qu'on parlait surtout pour les gens qui sont là. Pour les gens qui sont là, de la même manière, un Olé Hadash, c'est assez rare au départ qu'il ait aussi des revenus de manière régulière. On va dire là depuis au moins 5 ans. On est un peu moins souple pour ceux qui arrivent, d'accord ? Maintenant, pour ceux qui sont là depuis plus longtemps, il y a différents sujets. Il y a le sujet du crédit donné via les cartes de crédit et il y a les prêts à la consommation. En Israël, contrairement à la France, avec moins en France en tout cas, les cartes de paiement sont aussi des cartes de crédit. Et il y a souvent un piège, puisque en fait, il y a les cartes des banques et puis il y a les cartes des commerçants. Et très vite, on se retrouve à payer, parce qu'on nous propose en plusieurs fois, et on se dit, on le fait là, on le fait là, on le fait là, on le fait là. Et à un moment donné, on se rend compte qu'on a vraiment beaucoup augmenté notre niveau d'emprunt et c'est problématique. Donc, il faut faire très attention déjà aux paiements en plusieurs fois qui sont proposés par les différents organismes et les différentes cartes. Je dirais que le conseil, c'est évitons la multiplication des cartes et ça évitera la multiplication des crédits, parfois même sans s'en rendre compte. Oui, on évite. On évite rentrer. Donc, essayez d'éviter, essayez de garder 1, 2 cartes peut-être, mais pas plus, parce que c'est vrai que ça donne des promotions quand on est au super et tout ça, ça peut être intéressant, mais essayons de limiter et pas tomber dans le piège à chaque fois de prendre les crédits sur les cartes de crédit hors banque. C'est un premier conseil que je donnerais. Le deuxième aspect, c'est les prêts à la consommation. Pourquoi aussi il y a un piège pour les francophones, c'est que les prêts à la consommation en France sont, dans encore 90% des cas, des prêts à taux fixe. Donc, quand la personne emprunte, elle sait combien elle emprunte et elle sait combien elle rembourse du début à la fin. Là où il y a surprise en Israël, c'est que les prêts à la consommation, dans 99% des cas, sont des prêts à taux variables. Et comme le nom l'indique, le taux varie en fonction de l'indice. L'indice aujourd'hui des prêts à la consommation, c'est un mot que vous entendez, qu'on entend souvent, c'est le prime. Le prime, sur ces 2 dernières années, il a quasiment triplé. Donc évidemment, du coup, les remboursements ont triplé. Largement augmenté. Alors, ça dépend si on est en début de crédit ou en fin de crédit, mais bon. Donc, ça aussi, quand on prend un crédit en Israël, il faut intégrer l'idée que c'est un prêt à taux variable et que donc la mensualité qu'on a au départ n'est pas forcément celle qu'on aura au bout d'1 an ou 2 ans. Donc, il faut être sûr qu'on a une petite marge de manœuvre pour pouvoir rembourser. C'est la première des choses. Et ensuite, je dirais... Enfin, là, moi, je l'ai moins vécu, donc je parle plus de questions de logique.
comme on peut faire en France, j'imagine que je pense qu'effectivement une personne... D'abord, il y a eu des mesures. Quand le prime a beaucoup augmenté à la discount, on a mis en place des mesures spécifiques pour essayer de permettre aux personnes de lisser leur mensualité et de reporter sans coût le surcoût de la période. Ouais. On a mis ça en place à la discount pendant la période où vraiment ça montait comme ça et les gens se sont retrouvés un peu perdus du jour au lendemain. Donc ça, c'est une première chose. Les banques ont conscience qu'il faut aussi aider pour éviter les impayés. Et ensuite, les regroupements de crédits, les étalements, tout ça, ça se fait dans la mesure où, encore une fois, c'est cohérent avec la capacité de remboursement. Je voudrais ajouter quelque chose, s'il vous plaît, que tu as oublié de mentionner, c'est que les cartes de crédit ont un plafond. Le plafond que la banque donne aux clients, c'est un plafond duquel sont déduits les paiements différés qu'il prend pour acheter un salon, pour acheter ce qu'il a besoin à la maison, pour acheter. Il ne prend pas en compte, en fait, que ce plafond, que ces étalements, en fait, qu'il a fait des tachlomim, descendent du plafond. Donc, il faut faire très attention quand on fait des tachlomim, que ça baisse aussi le plafond que la banque a mis en place pour le client. Oui, c'est très important. Donc, en général, on peut trouver, c'est quand même le principal avantage qu'il faut retenir, c'est que les Olim Khadashim peuvent trouver un interlocuteur pour essayer, même s'ils ont dépassé les bornes, d'essayer de retrouver une situation financière un peu plus saine. On peut toujours se tourner vers sa banque et expliquer, surtout dans une banque où il y a des succursales francophones, où les gens comprennent la mentalité et ne vont pas nous dire non, c'est trop tard, tu as exagéré, tant pis pour toi, débrouille-toi. Non, ça, il vaut mieux aller dans une agence qui comprend un peu la mentalité. Ouais. Et si c'est pas le cas, il faut utiliser Qualita et ses bénévoles. Voilà, pour essayer de négocier. Non, c'est vrai. Je pense que vous faites un super travail là-dessus et il faut aussi rendre hommage à ce travail-là quand les personnes n'ont pas la possibilité pour X ou Y raison d'être dans une agence où il y a des francophones. Voilà, je crois qu'aujourd'hui la communauté française a des associations du type de Qualita qui est là pour les aider et c'est important qu'ils le sachent. J'en profite pour dire que le docteur Daniel Guggenheim donne des conseils pré-ALIA dans le cadre du Centre des droits. C'est très important, c'est gratuit évidemment et puis ça peut aller vraiment de A à Z, d'un conseil par téléphone à un accompagnement dans les banques. Grâce à nos liens respectifs, il y a des connexions évidentes qui se font, il y a des raccourcis, donc c'est vraiment important. Et j'aimerais finir avec vous pour quelques adresses, puisque vous nous avez parlé de ces succursales qui connaissent bien les francophones. Si vous pouvez nous en donner, peut-être à Jérusalem, à Tel Aviv, à Ashdod, s'il y en a, ce serait parfait. Alors, nous avons, dans le Private Banking International, nous avons 3 agences qui sont spécialisées pour les étrangers, pour les Olim Khadashim. Mais comme ce sont des agences qui sont, je dirais, quand vous achetez un sac, c'est soit un Louis Vuitton, soit à Monoprix, c'est complètement différent. Okay. C'est-à-dire, dans les agences qui sont VIP chez nous, avec un service très spécialisé, on a mis un barème de montant pour accepter. Les clients ne peuvent pas gérer des comptes courants. D'accord. On n'a pas donc, c'est pour un certain niveau de dépôt. Un certain niveau de dépôt, exactement. Donc, nous en avons 2 à Tel Aviv, et une à Netanya. Et à part ça, nous avons 10 autres agences dans le pays qui ont le droit d'ouvrir des comptes à des étrangers, mais pas dans tous ces 10 agences, il y a des francophones. À Jérusalem, nous en avons, bien sûr, avec Gila, avec les personnes que vous connaissez, et à Ashdod aussi, et à Herzliya Pituach. Voilà, bon, en tout cas, vous pouvez toujours vous renseigner auprès de Daniel qui vous donnera la liste, parce qu'il les connaît toutes. En tout cas, franchement, c'était très intéressant. Merci à vous 3 d'avoir été ici. Merci, sur le studio Qualita, mais avec plaisir. Cathy. Vous êtes toujours les bienvenus. Et puis, tous ces conseils, on espère que ça fera monter encore un peu la Lia de France. C'est important simplement de dire aux Olim Khadashim, Daniel, qu'ils sachent qu'il y a une banque qui les comprend, qui parle leur langue et qui comprend leur mentalité. C'est pas nécessairement avec cette crainte d'arriver, vous savez, dans le noir comme ça, sans savoir exactement.
nous sommes là pour ça. Voilà, puis sans parler la langue, parfois c'est compliqué quand on a envie d'expliquer des choses un peu complexes. On a besoin de s'exprimer dans sa langue natale, en tout cas au début. En tout cas, merci beaucoup Danielle. Merci beaucoup. Merci Rosie, merci Céline. À très bientôt. À très bientôt.